Tu n'es pas la moitié de la femme qu'est ta sœur, dit ma mère. J'ai repoussé ma chaise et dit, alors elle peut payer votre loyer. Papa a pâli. Quel loyer? Le rôti était sec. Tout comme la conversation. Nous étions assis à la table de la salle à manger, mes parents et moi. Ma sœur aînée, Margot, était absente, mais sa présence, comme d'habitude, remplissait toute la pièce. Ma mère, Sylvie, a posé sa fourchette avec un cliquetis sec contre la porcelaine. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard froid. Léa, dit-elle, nous pensons juste que c'est dommage. Margot fait tellement de choses de sa vie. Toi, non. J'ai gardé les yeux fixés sur mon assiette. Tu n'es pas la moitié de la femme qu'est ta sœur, a-t-elle lâché. L'air a quitté la pièce. Mon père, Didier, fixait sa serviette. Il n'a pas dit un mot. J'ai levé les yeux. Ma voix était basse, mais elle n'a pas tremblé. Alors elle peut commencer à payer votre loyer. La tête de mon père s'est relevée d'un coup sec. Son visage était blême. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Un loyer? Quel loyer? Pendant 3 ans, j'avais été silencieuse. J'avais payé pour leur maison, leur dîner, leur vie. Et avec ces 7 mots, je venais de craquer l'allumette. Tout l'édifice était sur le point de s'embraser. Avant de plonger dans cette histoire, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous m'écoutez. Je suis curieuse de savoir, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Cette seule phrase, alors elle peut payer votre loyer, ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de toute ma vie. Je m'appelle Léa Leblanc. J'ai 28 ans et jusqu'à ce dîner, j'étais invisible. Je vis à Rouen. Enfin, je vivais à Rouen. Je travaille comme comptable dans une entreprise de logistique. Je suis douée dans mon travail. Très douée. Je trouve des schémas dans les chiffres. Je vois la logique. J'aime les chiffres parce qu'ils sont propres. Ils ne mentent pas, 2 plus 2 font toujours 4. Ce n'est jamais, peut-être, ça dépend de mon humeur. Ma famille n'est pas propre. Ma famille, c'est un tissu de, peut-être, et de, ça dépend. Ma sœur aînée est Margot. Elle a 30 ans. Elle est le soleil. Mes parents, Sylvie et Didier, orbitent autour d'elle. Margot est architecte. Elle est bruyante. Elle est confiante. Elle est belle. Elle prend tout l'air dans une pièce. Quand Margot entre, tout le monde se retourne. Quand j'entre, je porte généralement les chaises supplémentaires. Mes parents sont si fiers d'elle. Ils disent « Margot, l'architecte ». Comme si les mots étaient une médaille. Ils ne disent pas « Léa, la comptable ». Ils disent « Léa travaille sur des ordinateurs ». J'ai été « l'autre » depuis que nous sommes enfants. Je me souviens quand Margot a gagné un petit concours de dessin au collège. Mon père a pris sa journée. Ma mère a acheté une nouvelle robe. Ils ont encadré le petit dessin et l'ont mis sur la cheminée. Un mois plus tard, j'ai gagné un concours régional de mathématiques. J'ai reçu une plaque et une bourse de 500 €. Je suis rentrée à la maison. Ma mère était au téléphone avec Margot, qui était chez une amie. « Oh, c'est bien, chérie », m'a-t-elle dit, en mettant sa main sur le combiné. « C'est très intelligent. Pose-le sur le comptoir de la cuisine. » Elle est retournée à son appel. « Non, m'a dit, je t'écoute. Raconte-moi encore ce qu'Amy a dit. » La plaque est restée sur le comptoir pendant 3 semaines. Elle a été déplacée pour le courrier. Puis pour les courses. Finalement, je l'ai retrouvée dans un tiroir, sous des menus de plats à emporter. Je suis la fiable. Je suis la silencieuse. Je suis celle qui se souvient des anniversaires. Je suis celle qui conduit ma mère chez le médecin quand elle a une migraine. Je suis celle qui installe leur nouvelle box internet quand elle tombe en panne. Margot est celle dont ils se vantent. Je suis celle qu'ils utilisent. Mes réussites ne sont pas des célébrations. Elles sont utiles. Mais ce soir-là, à cette table, quelque chose était différent. Je n'étais plus seulement utile. J'étais devenue une cible. Ma mère avait dit la partie silencieuse à voix haute.
Et elle avait tort. Je n'étais pas la moitié de la femme qu'était ma sœur. J'étais celle qui payait la note pour qu'elles puissent toutes les deux jouer la comédie. Et le spectacle venait de se terminer. La question de mon père flottait toujours dans l'air, quel loyer? Il ne savait pas. Il ne savait vraiment pas à quel point j'étais impliquée. Ou peut-être qu'il faisait juste semblant. C'est ce que les 3 prochaines années allaient m'apprendre. Ma mère m'a regardée avec une fureur froide. Qu'est-ce que tu racontes, Léa? Ne sois pas ridicule. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit a grincé sur le parquet. Je ne suis pas ridicule. Je suis juste fatiguée. Bonne nuit. Je suis partie, laissant mon père blême et ma mère bouche bée. Pour comprendre ce moment, vous devez comprendre la dynamique. Vous devez comprendre la fondation. Quand j'ai obtenu mon diplôme de mon école de commerce, avec mention bien, mes parents m'ont emmené dans une pizzeria de chaîne. Ils ont parlé de la préparation de Margot pour son concours d'entrée en école d'architecture. Ils s'inquiétaient de son stress. C'est une grande étape pour elle, disait mon père en coupant son steak. L'école d'archi, c'est énorme. C'est vrai, dis-je en tenant mon diplôme. Je suis assez fière de ça aussi. Nous savons, Léa. Nous savons, dit ma mère en me tapotant la main. C'est un bon travail. Cette entreprise pour qui tu travailles, c'est très pratique. Nous sommes heureux que tu aies un emploi stable. C'est un soulagement. Un soulagement. Pas un triomphe. Quand Margot a obtenu son diplôme de l'école d'architecture à Lyon, 2 ans plus tard, ce fut un événement de 3 jours. Ils ont pris l'avion. Ils ont organisé une fête pour 50 personnes. Ils ont loué une salle. Mon père a fait un discours, les larmes aux yeux, sur sa fille brillante. J'étais là, bien sûr. J'ai organisé le traiteur. Je me suis assuré que le chèque soit payé. C'est ça, la configuration familiale. Je suis la fondation. Je suis le mur porteur en béton qui soutient la maison. On ne regarde pas la fondation. On ne fait pas l'éloge du mur. On s'attend juste à ce qu'il soit là. On vit à l'intérieur. On y accroche des tableaux. Les tableaux sont tous ceux de Margot. J'ai vécu avec ça. Je l'ai accepté. C'était juste comme ça. J'étais la silencieuse, la bonne fille, celle qui ne faisait jamais de vagues. J'ai trouvé mon travail à Rouen. J'ai trouvé un petit appartement. J'ai payé mes propres factures. J'ai construit ma propre petite vie tranquille. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que si j'étais bonne, silencieuse et serviable, peut-être qu'un jour ils me verraient. Ils m'ont vue. Ils m'ont vue comme une banque. Cette nuit-là, à table, quand ma mère a dit « Tu n'es pas la moitié de la femme qu'est ta sœur », ce n'était pas une nouvelle pensée. C'était juste la première fois qu'elle le disait à voix haute. Elle avait raison, d'une certaine manière. Je n'étais pas la moitié de la femme qu'était Margot. Margot était la femme qui recevait les éloges. J'étais la femme qui recevait la facture. Tout cela m'amène à l'argent. Le loyer que j'ai mentionné. Mon père avait l'air si choqué. Mais comment pouvait-il l'être? C'était son compte en banque que je remplissais tous les mois. Leur réaction à ma simple phrase m'a tout dit. Ma mère était en colère que j'expose un secret. Mon père était terrifié que le robinet se ferme. Aucun d'eux n'a dit « Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles blessée. » Non. Leur première préoccupation était le statu quo. C'était l'argent. Je suis montée dans ma chambre d'adolescente, celle que je n'utilisais presque jamais. Je me suis assise sur le lit. J'ai entendu leurs voix étouffées en bas. Des chuchotements en colère. Ils ne se disputaient pas à propos de ce qu'ils m'avaient dit. Ils se disputaient à propos de ce que j'avais révélé. J'ai regardé mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le virement automatique. Prévu pour le 25. Dans 3 jours. 2000 €. J'ai repensé à l'origine de tout cela. Comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je devenu le sponsor secret de la vie de mes parents, tout en étant traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille? Cela n'a pas commencé par une explosion. Cela a commencé par un murmure.
Un appel téléphonique, il y a 3 ans, qui a tout changé. Cela a commencé il y a 3 ans. J'avais 25 ans. J'étais à mon bureau, je travaillais tard. Je travaillais toujours tard. Je constituais ma propre épargne. J'avais un rêve. C'était un petit rêve. C'était une photo que j'avais imprimée et scotchée à l'intérieur de mon tiroir de bureau. Un petit appartement dans le centre-ville de Rouen avec une grande fenêtre. J'avais un compte d'épargne séparé pour ça. Il s'appelait « Mon chez moi ». Mon téléphone personnel a sonné. C'était ma mère. Ma mère ne m'appelle jamais à 20 h un mardi, sauf si quelque chose ne va pas. Ma première pensée a été « Margot ». Quelque chose est arrivé à Margot. Maman, dis-je en décrochant. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était méconnaissable. Elle était fine et craquelée. Léa. Oh, Léa. Et puis les pleurs ont commencé. Pas des petites larmes. C'était un sanglot à part entière. Ça m'a fait peur. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est Margot? Elle va bien? Non, non, Margot va bien, sanglota-t-elle. Elle va bien. C'est ton père. Mon sang s'est glacé. Il est malade? Il est à l'hôpital? Non, c'est son travail. Tu sais, le contrat Reynolds, le gros? Oui, dis-je, mes épaules se tendant. Mon père était consultant indépendant. Il l'a perdu. L'entreprise, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Aujourd'hui. J'ai attendu. Je suis comptable. Je savais ce que cela signifiait. Ce contrat représentait 70% de ses revenus. Maman, ce n'est pas grave, dis-je, essayant d'être la calme. Il en trouvera un autre. Il le fait toujours. Non, tu ne comprends pas, gémit-elle. Nous comptions dessus. Nous avons pris un prêt. Nous investissions, disait ton père. Nous avons un paiement dû le 1er du mois, un paiement ballon. Si nous le manquons, Léa, si nous le manquons, nous perdons la maison. La maison? La maison dans laquelle j'ai grandi? La maison avec la cheminée pleine de dessins encadrés de Margot? De combien? Ai-je demandé. Ma voix était basse. C'est tellement. C'est 20 000 €. J'ai fermé les yeux. J'ai ouvert mon tiroir de bureau. J'ai regardé la photo de l'appartement. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Mon compte, mon chez moi, affichait 22 450 €. Toutes mes économies. 3 ans de travail tardif, de préparation de mes propres déjeuners, de refus de vacances. Léa, s'il te plaît, murmura-t-elle. Sa voix était désespérée. Je sais que tu es si douée avec l'argent. Je sais que tu as économisé. Nous ne demanderions pas, mais c'est la maison. Maman, j'ai commencé. Juste cette fois, ma chérie. Juste pour nous aider à passer ce mois. Ton père cherche déjà du nouveau travail. Il te remboursera. Je te le promets. Nous te rembourserons. S'il te plaît. Je ne peux pas demander à Margot. Elle est tellement stressée avec son nouveau projet. Ça la détruirait. Tu es la forte, Léa. Tu as toujours été la forte. La forte. Celle qui paie. J'ai regardé le nombre. 22 450 €. J'ai regardé la photo de l'appartement. Et j'ai entendu ma mère pleurer à l'idée de perdre sa maison. Que faites-vous? Que dites-vous? D'accord, maman, dis-je. Ma voix était engourdie. D'accord, je vais l'envoyer. Donne-moi les informations du compte. Oh, Léa, merci. Merci, ma douce fille. Elle pleurait à nouveau, mais cette fois de soulagement. Tu nous as sauvés. Tu as sauvé nos vies. Nous te rembourserons. Je le jure. J'ai cliqué sur le bouton de virement. J'ai regardé le nombre sur mon compte, mon chez moi, tombé à 2 450 €. J'ai eu la nausée. C'est fait, dis-je. Nous t'aimons tellement, dit-elle. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau sombre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon appartement.
J'ai pleuré pour mes économies. Et je pense que même à ce moment-là, je savais. Je savais que je ne reverrais jamais cet argent. Juste cette fois était un mensonge. Un mensonge bienveillant, peut-être, mais un mensonge quand même. Le mois suivant, ce n'était pas un paiement ballon. C'était l'hypothèque. Léa, chérie, dit mon père cette fois. Je suis encore un peu court. J'ai décroché un nouveau client, mais les chèques n'ont pas encore été encaissés. Peux-tu juste couvrir l'hypothèque ce mois-ci? Juste cette fois de plus. J'avais 4 000 € sur mon compte courant. L'hypothèque était de 2 000 €. D'accord, papa. Je l'ai envoyé. Le 3e mois, l'appel est revenu. Juste cette fois. Le 4e mois, j'ai reçu un SMS. Besoin du paiement, chérie. Je t'aime. Le 5e mois, j'ai mis en place un virement automatique. C'était plus facile que les appels téléphoniques. C'était plus facile que d'entendre la déception, la panique, les fausses promesses. Je l'ai programmé pour 2 000 €. Le 25 de chaque mois. Je payais juste. Pendant 3 ans. 36 mois. 2 000 € par mois. J'ai fait le calcul. Je suis comptable, après tout. Cela faisait 72 000 €. Plus les 20 000 € initiaux. Total, 92 000 €. 92 000 € s'étaient évaporés de ma vie. Ils passaient de mon salaire, de mon travail, de mes nuits blanches, directement dans leur maison. Et pendant ces 3 années, mes parents ont-ils réduit leurs dépenses? Ont-ils vendu leur voiture? Ont-ils arrêté d'aller au restaurant? Non. Pendant ces 3 années, j'ai vu ma mère poster une photo sur Facebook. Elle et mon père dans un restaurant bistronomique réputé, levant un verre de vin. La légende, célébration de notre incroyable Margot pour sa promotion. Elle nous gâte. Je mangeais des pâtes instantanées ce soir-là. Je venais de payer leur hypothèque. Pendant ces 3 années, mon père a posté sur leurs vacances bien méritées au bassin d'Arcachon. Pendant ces 3 années, ils ont pris l'avion pour voir Margot à Lyon 3 fois. Ils ne sont jamais venus à Rouen. Je n'ai jamais dit un mot. Je payais, c'est tout. Je travaillais. J'ai annulé mes abonnements. J'ai arrêté d'acheter du café. J'ai arrêté de sortir avec les quelques amis que j'avais. Mon rêve d'appartement était mort. La photo était à la poubelle. Je ne faisais que survivre. Le virement automatique était une chaîne. Une chaîne froide et lourde qui me liait au fond de l'océan pendant que ma famille naviguait sur un yacht au-dessus de moi. Un yacht que je finançais. Et il continuait de trinquer à la santé de Margot. Puis, il y a eu l'incident qui a cimenté ma colère. Le moment où j'ai compris que Margot n'était pas seulement ignorante, elle était complice. Quelques semaines après le premier virement de 20 000 €, le virement qui avait vidé mon compte, mon chez-moi, j'ai envoyé un message à Margot. J'étais paniquée. J'avais besoin de savoir si elle était au courant. Salut, monsieur, est-ce que tu sais si papa et maman ont des problèmes en ce moment? Il semble stressé. Sa réponse est revenue 1 heure plus tard. Oh, tu sais comment ils sont. Ils se plaignent toujours de quelque chose. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, devine quoi? Papa et maman viennent de me donner 5 000 € pour acheter un nouveau logiciel de modélisation 3D. Ils ont dit que les affaires de papa allaient très bien. J'ai regardé le message. 5 000 €. 2 jours après que j'ai vidé mes économies pour sauver la maison. Mon argent. Mon argent n'allait pas à la maison. Il allait au nouveau logiciel de Margot. Je me suis sentie si seule et si trahie. Je n'ai pas répondu. Que auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce jour-là, je me suis juste tue. Une fois de plus. Mais ce message, je l'ai gardé. Je ne savais pas pourquoi. C'était juste une autre donnée dans une équation que je ne comprenais pas encore. Le point de rupture n'est pas arrivé avec un cri. Il est arrivé avec un clic. C'était un mercredi. Il était 23h30. J'étais à mon bureau, dans mon bureau à Rouen. Le bâtiment était vide. Le seul son était le ronronnement de la salle des serveurs et le cliquetis de mon clavier.
Je ne travaillais pas sur un projet de l'entreprise. Je travaillais sur mon propre budget. J'essayais de savoir si je pouvais me permettre de faire réparer les freins de ma voiture. Une réparation de 400 €. J'ai regardé mon compte courant. J'ai regardé mon prochain salaire. Après mon loyer, mes charges, mes prêts étudiants, et le virement, il me resterait 150 € pour les 2 semaines suivantes. Pour l'essence, pour la nourriture. Je ne pouvais pas payer les freins. Je devrais conduire très prudemment pendant encore 2 semaines. Je suis resté là, à fixer l'écran. Une réparation de 400 €. Je suis comptable senior dans une grande entreprise de logistique. Je gagne bien ma vie. Et je ne pouvais pas réparer mes freins. Je conduisais une voiture dangereuse parce que je payais pour les dîners au restaurant de mes parents. Une sorte de froideur s'est installée en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'immobilité. J'ai ouvert un nouveau fichier Excel. Je suis doué avec Excel. Dans la colonne A, j'ai mis la date. Je suis remonté à 3 ans. Dans la colonne B, j'ai mis le montant. 20 000 €. Puis 2 000 €. 2 000 €. 2 000 €. J'ai fait glisser la formule vers le bas 36 fois. Puis j'ai cliqué sur le bouton somme. Le nombre est resté là. 92 000 €. Je l'ai fixé. Ce n'était pas seulement un nombre. C'était mon appartement. C'était 3 ans de vacances. C'était une nouvelle voiture. C'était une vie. C'était un avenir que j'avais donné. Juste cette fois, de 2 000 € à la fois. J'ai ouvert mon compte bancaire en ligne. J'ai regardé mon historique. Virement à Didier Leblanc. Virement à Didier Leblanc. Virement à Didier Leblanc. On aurait dit des blessures sur la page. Je me suis adossé à ma chaise. Le bureau était si silencieux. J'ai pensé à la voix de ma mère. Tu es la forte, Léa. J'ai réalisé ce que forte signifiait. Forte signifiait silencieuse. Forte signifiait, tu accepteras la douleur et tu ne te plaindras pas. Forte signifiait, tu te mettras le feu pour nous garder au chaud. Je n'aidais pas. C'est ce que j'ai finalement compris dans le silence de ce bureau. Je ne disparaissais pas. J'étais une ligne budgétaire. J'étais une charge. J'étais le distributeur automatique de la famille, et la machine était enfin en panne. Ma main s'est déplacée vers la souris. Elle semblait lourde, comme si elle bougeait dans l'eau. Je suis retourné sur le site de ma banque. J'ai cliqué sur « Virements et prélèvements ». J'ai cliqué sur « Gérer mes virements automatiques ». Il était là. Bénéficiaire, Didier Leblanc. Montant, 2 000 €. Fréquence, mensuelle. Prochaine date, le 25 du mois suivant. À côté, il y avait 3 petits liens. Modifier. Suspendre. Annuler. J'ai fixé le mot « annuler ». Mon cœur battait à tout rompre. Je pouvais entendre le sang dans mes oreilles. Que va-t-il se passer? Ils vont appeler. Ils vont crier. Ils vont pleurer. Maman dira que je suis égoïste. Papa dira que je suis l'ingrate. Ils me diront que je détruis la famille. Les mots « égoïste » et « ingrate » étaient les 2 armes qu'ils avaient utilisées pour me garder dans le rang toute ma vie. Ils seront tellement en colère. J'ai pensé à mes freins. J'ai pensé au dîner bistronomique pour Margot. J'ai pensé aux 92 000 €. Ma main a déplacé la souris. La petite flèche planait sur « annuler ». Je me suis dit, je suis une bonne comptable, et c'est un mauvais investissement. Le retour sur investissement est nul. J'ai cliqué. Une nouvelle boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement récurrent? Ma main ne tremblait plus. Ma voix était basse dans la pièce vide. Oui. J'ai cliqué sur le bouton. L'écran s'est actualisé. Le virement avait disparu. Je me suis rassise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je me sentais juste vide. Mais un vide différent. Pas le vide d'être drainé. C'était le vide d'une page blanche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai passé des heures à fixer le plafond, terrifiée. J'avais l'impression d'avoir commis un crime. J'étais une fille horrible. J'étais un monstre. Et s'il se faisait expulser? Et si c'était de ma faute? Mais sous la peur, il y avait autre chose. Une petite braise. La braise de ma propre vie qui reprenait. J'avais appuyé sur le bouton. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le 25 du mois suivant, la guerre commencerait. Le premier jour après le clic a été le silence le plus bruyant que j'ai jamais connu. Je me suis réveillée et pendant une seconde, j'ai cru que j'avais rêvé. J'ai attrapé mon ordinateur portable. Je me suis connectée à la banque. Le virement automatique avait toujours disparu. C'était réel. J'ai passé toute la journée à attendre que le téléphone sonne. Je sursautais à chaque nouvel email. Mais le 25 était encore dans plusieurs semaines. Ma trahison était silencieuse. Il ne savait pas. Pas encore. La première chose que j'ai faite, j'ai pris rendez-vous chez le garagiste. J'ai besoin de nouveaux freins, dis-je. J'ai payé 400 € avec ma carte de crédit. C'était comme un acte de rébellion. Mon salaire suivant est arrivé sur mon compte. Je l'ai juste regardé. Le salaire en entier. Il était tout à moi. J'avais 2000 € que je n'avais pas à donner. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne savais même plus. Alors, j'ai commencé petit. Il y avait une boulangerie près de mon appartement qui proposait des ateliers. Apprenez à faire votre propre pain au levain. J'avais toujours voulu essayer. J'en avais parlé à ma mère une fois. Elle avait dit, « Oh, Léa, c'est une perte d'argent. Achète juste une baguette. » Je suis entrée. J'ai payé 80 €. Je me suis inscrite. Ce samedi-là, j'y suis allée. J'ai mis mes mains dans la farine. C'était réel. C'était physique. J'ai pétri la pâte. J'ai mis toute la colère, toutes les années de silence, dans cette petite boule de pâte tenace. J'ai appris à la plier. À la façonner. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai fait cuire. L'odeur remplissait mon petit appartement. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Je ne me contentais pas de payer. Je fabriquais quelque chose. J'ai commencé à courir. Je courais le long de la Seine à Rouen. Au début, je pouvais à peine faire 2 kilomètres. Mes poumons me brûlaient. Mais c'était ma douleur. Une douleur que j'avais choisie. Une douleur qui me rendait plus forte. Ce n'était pas la douleur sourde et malade du ressentiment. C'était propre. Je courais tous les jours. 2 kilomètres sont devenus 3. 3 sont devenus 5. Et je dormais. Je dormais toute la nuit. 2 mois ont passé comme ça. Je courais. Je cuisais du pain. Je lisais des livres. Je construisais lentement, tranquillement, une vie. Puis le 25 du 2e mois est arrivé. Mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai laissé sonner. Mon cœur battait la chamade. Ça y est. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner. Puis un SMS. Léa, appelle-moi. C'est urgent. Puis un autre. Tu as changé de banque? Le virement n'est pas passé. Mes mains tremblaient. Je m'y étais préparée. J'avais répété. J'ai répondu, salut maman. Non, tout va bien avec ma banque. J'ai arrêté le virement. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, face contre table. Je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à faire la vaisselle. Le téléphone a vibré comme une abeille piégée. SMS de mon père. Tu dois réactiver ça. Nous comptons sur toi. Ce n'est pas un jeu, Léa. Puis ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est incroyablement égoïste. Margot ne ferait jamais ça. Égoïste. Ingrate. Margot. Les mêmes vieilles armes. Mais je n'étais plus la même personne. J'ai séché mes mains. J'ai pris le téléphone. J'ai répondu à tous les deux dans un message groupé. J'ai payé 92 000 € au cours des 3 dernières années. Je ne peux plus le faire.
Je dois m'occuper de mes propres finances maintenant. Je suis désolée. J'ai éteint le téléphone. Complètement. Une semaine plus tard, quelque chose s'est produit. Mon profil LinkedIn a fait un bruit. Un message. Un recruteur. Madame Leblanc. Je suis d'un cabinet de recrutement pour une société de FinTech à Grenoble. Votre travail d'analyse est très impressionnant. Grenoble. À l'autre bout du pays. La capitale des Alpes. Une semaine plus tard, j'avais un entretien vidéo. La semaine suivante, ils m'ont fait venir en avion. Ils m'ont offert un poste de chef d'équipe. Une augmentation de 40%. Des stock options. Une nouvelle ville. J'ai accepté le poste. Je suis retourné à Rouen. J'ai donné mon préavis à mon travail. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire. J'ai fait mes cartons. Je n'ai pas prévenu mes parents. J'ai rempli ma petite voiture. J'ai conduit vers le sud. J'ai regardé le panneau « Bienvenue en Isère » passer. Je ne fuyais pas ma famille. Je conduisais vers moi-même. 8 heures de route, 8 heures pour laisser mon ancienne vie derrière moi. Le silence dans la voiture était assourdissant, mais c'était un bon silence. C'était le son de la liberté. Ma nouvelle vie à Grenoble était calme. Elle était stable. Elle était entièrement à moi. Mon appartement était petit, mais il était au 10e étage. Il avait une immense baie vitrée qui donnait sur les montagnes. Pas une petite fenêtre donnant sur une cour. Une vue imprenable sur la Bastille et la chaîne de Belledonne. J'avais mon équipement de boulanger sur le comptoir. Mes chaussures de course près de la porte. Le travail était bien. C'était différent. À mon ancien travail, j'étais juste Léa. La fiable qui faisait le travail supplémentaire. Ici, j'étais Madame Leblanc. J'étais chef d'équipe. J'avais 3 analystes juniors qui me rendaient des comptes. Ils me posaient des questions. Je leur donnais des réponses. Je dirigeais des réunions. Je présentais des rapports à des vice-présidents. Je me tenais à l'avant d'une salle de conférence en verre, mes données sur le grand écran, et je parlais. Et les gens écoutaient. J'étais à Grenoble depuis 6 mois. C'était l'été. La ville était vivante et verte. Les appels de mes parents s'étaient pratiquement arrêtés. Après que j'ai éteint mon téléphone pendant une semaine, ils avaient abandonné. J'ai reçu quelques emails froids. Nous sommes très déçus. Nous espérons que tu réfléchis à ce que tu as fait à cette famille. J'avais répondu une fois. Je réfléchis à ce que j'ai fait pour cette famille. Et j'ai fini de le faire. Ils n'ont pas répondu après ça. J'avais un nouveau compte en banque. Un nouveau numéro de téléphone. Je construisais un nouveau mur autour de ma nouvelle vie. Un mur que j'avais payé, et il était solide. J'étais presque heureuse. Je me sentais légère. Je ne portais plus un secret de 92 000 €. J'étais juste moi. Puis le message est arrivé. C'était un samedi. Je venais de rentrer d'une course de 8 kilomètres dans les montagnes. J'étais en sueur. J'étais fatiguée. Et j'étais fière. Je préparais un smoothie dans ma cuisine. Le soleil inondait mon salon. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Un numéro de Rouen. Un SMS. Il y avait une photo et quelques lignes de texte. Salut Léa. C'est Chantal, ton ancienne voisine. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ça sur la maison de tes parents aujourd'hui. C'est tellement merveilleux. Tu dois être si fière de Margot. J'ai regardé le texte. Chantal. Une gentille dame qui envoyait toujours des cartes de Noël. Puis j'ai regardé la photo. J'ai dû zoomer. C'était la maison de mes parents. La maison dans laquelle j'ai grandi. La maison que j'avais sauvée. Et là, attachée au porche avant, se trouvait une bannière en vinyle géante et d'allure bon marché. Le genre de choses qu'on achète pour une remise de diplôme de lycée. Elle portait d'énormes lettres rouges. Félicitations, Margot, pour avoir sauvé la maison familiale. J'ai lu les mots. Je les ai relus. Sauver la maison familiale.
Mon mixeur tournait toujours. Je ne l'entendais pas. Je ne pouvais rien entendre. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est juste arrêté. Il est devenu immobile. Je me suis assise par terre, en plein milieu de ma cuisine. J'étais encore en tenue de course. Félicitations, Margot. Margot. Ma sœur. Celle qui était trop stressée pour qu'on lui demande de l'argent. Ce n'était pas juste un oubli. C'était autre chose. C'était une gomme. C'était un mensonge imprimé en lettres rouges pour que le monde entier le voie. Ils avaient pris mon sacrifice. Mes 92 000 euros. Mes 3 ans de pâtes instantanées et de freins qui grincent. Et ils le lui avaient donné. Ils en avaient fait son trophée. J'ai finalement compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'histoire. Notre fille silencieuse et fiable nous a renfloués, n'était pas une bonne histoire. C'était une histoire de leur échec. C'était honteux. Mais notre brillante et talentueuse fille architecte, Margot, nous a sauvés. Ça, c'était une bonne histoire. Une histoire dont ils pouvaient être fiers. Alors, ils l'ont juste changé. Ils ont changé la vérité. Ils ont enlevé mon nom du chèque et ont écrit le sien. J'ai commencé à avoir la nausée. Je me suis levée et j'ai éteint le mixeur. J'ai versé mon smoothie dans l'évier. J'ai regardé mon téléphone. Le texte de Chantal. Tu dois être si fière. Qu'est-ce que j'allais répondre? C'est un mensonge. J'ai payé pour cette maison. J'ai regardé la photo une fois de plus. La bannière. La maison. Le mensonge. J'ai pris une grande inspiration. La douleur commençait à se dissiper, remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose de froid et de précis. Je n'étais pas une victime. J'étais une comptable. Et je venais de trouver une fraude massive. J'ai sauvegardé la photo. J'ai sauvegardé le message de Chantal. Ce n'était pas une trahison. C'était une preuve. Pendant 2 jours, je n'ai rien fait. Je suis allée au travail. J'ai dirigé mes réunions. J'ai regardé mes feuilles de calcul. J'ai dit bonjour à mon équipe. Mais à la maison, j'étais une personne différente. J'étais une machine. La douleur de la photographie s'était installée. Elle s'était transformée d'un sentiment chaud et nauséeux en quelque chose de dur, de froid et de tranchant. Elle s'était transformée en objectif. J'étais une comptable. Il m'avait donné un problème. J'allais le résoudre. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable. Il était sauvegardé sur le cloud. Il s'appelait « Finances familiales ». Je l'avais commencé il y a 3 ans, quand j'avais envoyé les premiers 20 000 euros. Je pensais l'avoir commencé pour garder une trace, pour m'assurer qu'il me rembourse. Mais maintenant, je savais la vérité. Je l'avais commencé parce que, même à l'époque, une partie de moi savait que ce jour viendrait. Une partie de moi savait que j'aurais besoin de prouver que j'étais réelle. J'ai ouvert le dossier. J'ai ouvert mes archives bancaires en ligne. J'ai ouvert mes anciens journaux de SMS. J'ai ouvert mes emails. Je n'étais pas une fille. J'étais un auditeur. Et j'auditais les 3 dernières années de ma vie. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas dormi. D'abord, les relevés bancaires. Je les ai tous téléchargés. PDF après PDF. Je ne me suis pas contentée de les regarder. Je les ai importés dans un nouveau fichier Excel propre. Colonne A, date. Colonne B, bénéficiaire, Didier Leblanc. Colonne C, montant. 20 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros. Tout en bas. J'ai cliqué sur le bouton somme. 92 000 euros. Mon nombre. Ma vérité. Ensuite, les SMS. C'était plus difficile. J'ai dû faire défiler, encore et encore. J'ai dû relire les mensonges. 10 août 2022. Maman, juste cette fois, ma chérie. Tu nous as sauvés. J'ai pris une capture d'écran. 24 octobre 2022. Papa, besoin du paiement, chérie.
Je t'aime. Capture d'écran. Et puis, le plus important. La preuve de la complicité. J'ai retrouvé mon échange avec Margot. Moi, salut, monsieur, est-ce que tu sais si papa et maman ont des problèmes? Margot, oh, tu sais comment ils sont. Papa et maman viennent de me donner 5000 € pour un nouveau logiciel 3D. Ils ont dit que les affaires de papa allaient très bien. Capture d'écran. Je l'ai nommé « preuve de complicité 01 ». Ensuite, j'ai cherché les dépenses. J'ai ouvert Facebook. 17 mars 2023. Maman. Nous profitons du soleil au bassin d'Arcachon. On en avait bien besoin. J'ai pris une capture d'écran. J'ai vérifié mon relevé bancaire. Mon virement de 2000 € était passé le 25 février, 2 semaines avant. 12 août 2023. Papa. Dîner bistronomique pour fêter la promotion de notre Margot. Elle nous gâte. Le mensonge qu'il m'avait dit. Capture d'écran. J'ai mis toutes les captures d'écran dans des dossiers séparés. Demande de paiement. Dépenses simultanées. Complicité sœur. Je ressentais un calme étrange et froid. La colère avait disparu. Je travaillais, c'est tout. Je rassemblais des données. Le soleil commençait à se lever. Mon appartement était rempli d'une lumière grise. Je n'étais pas fatigué. J'ai ouvert PowerPoint. J'étais doué avec PowerPoint. Je faisais des présentations pour les vice-présidents. Je savais comment raconter une histoire avec des données. J'ai choisi le modèle le plus propre et le plus simple. Texte noir sur fond blanc. Pas de transition fantaisiste. La vérité n'a pas besoin de décoration. J'ai fait une diapositive de titre. J'ai tapé un mot, la vérité. Diapositive 2, le résumé. Montant total transféré, Léa Leblanc à Sylvie et Didier Leblanc. 92 000 €. Période, août 2022, août 2025. Objectif déclaré, sauver la maison familiale. Diapositive 3, la demande initiale. J'ai mis la capture d'écran du SMS de ma mère. Si nous le manquons, nous perdons la maison. J'ai mis la capture d'écran du virement de 20 000 € à côté. Diapositive 4, le schéma. J'ai fait un graphique. Un simple graphique linéaire. Il montrait mon compte en banque qui plongeait. Diapositive 5, le récit contre la réalité, partie 1. J'ai fait 2 colonnes. À gauche, le récit, vacances. J'ai mis la capture d'écran du poste d'Arcachon. À droite, la réalité, financement. J'ai mis la capture d'écran de mon virement de 2000 € daté de 2 semaines avant. Diapositive 6, le récit contre la réalité, partie 2. La complicité. À gauche, cadeau à Margot. La capture d'écran du SMS de Margot sur les 5000 €. À droite, le sacrifice de Léa. La capture d'écran de mon virement de 20 000 € effectué 2 jours avant. Diapositive 7, l'effacement. J'ai mis la photo que Chantal m'avait envoyée. La bannière. Félicitations, Margot. Elle remplissait tout l'écran. Diapositive 8, la preuve. La feuille de calcul Excel. Les 37 lignes, le 20K plus 36 paiements. Le total, 92 000 €. J'ai sauvegardé le fichier. La vérité.pptx. J'ai trouvé une petite clé USB argentée dans mon sac de travail. J'ai copié le fichier dessus. Je tenais la clé dans ma main. Elle était si petite. Mais elle pesait plus que 92 000 €. Elle pesait plus qu'une maison. C'était ma vie des 3 dernières années. Je l'ai mise dans mon sac à main. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis allé prendre une douche. Je me suis habillé pour le travail. Je ne savais pas quand je l'utiliserais. Je savais juste que je l'avais. Et cela, pour la première fois, me donnait un sentiment de puissance. Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient dans ma ville. Ils ne me l'ont pas dit. Bien sûr que non. J'ai reçu un SMS de ma tante Claire, la sœur de mon père. Léa. Tellement excitée de te voir ce soir.
Ton père a dit que la fête à Grenoble commençait à 19 heures. C'est tellement merveilleux ce que vous faites tous pour Margot. C'est une telle star. J'ai fixé le texte. Une fête. À Grenoble. Ma ville. Une fête pour Margot. Et il ne m'avait pas prévenu. J'ai ressenti cette vieille froideur familière. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une opportunité. Ils étaient dans ma ville. Il apportait le mensonge chez moi, sur mon territoire. J'ai répondu à ma tante. Quel est le restaurant? Elle m'a envoyé le nom. Un endroit chic sur les quais, avec vue sur les montagnes. Une salle de réception privée. À ce soir, ai-je écrit. Je suis rentrée du travail. Je me suis plantée devant mon armoire. J'avais deux choix. Je pouvais y aller en tenue de course, comme un fantôme, une victime. Ou je pouvais y aller en tant que Madame Leblanc. J'ai enfilé ma meilleure tenue de travail. Un blazer noir ajusté, un chemisier en soie, un pantalon sombre, mes bonnes chaussures. Celles que j'avais achetées avec mon premier salaire de Grenoble. J'ai fait mon maquillage. J'ai attaché mes cheveux en un chignon bas et net. Je ne ressemblais pas à une victime. Je ne ressemblais pas à la bonne fille silencieuse. Je ressemblais à une analyste. Je ressemblais à quelqu'un à qui on ne ment pas. J'ai pris mon sac à main. J'ai tâté la petite clé SB argentée. Elle était toujours là. J'ai pris un taxi pour le restaurant. Je suis entrée. Je n'étais pas invitée. L'hôtesse m'a regardée. Je suis ici pour la fête Leblanc, dis-je. Elle m'a indiqué l'arrière. La salle Belledonne. J'ai poussé la porte. La salle était pleine. Peut-être 50 personnes. Tantes, oncles, vieux amis de la famille. Ils buvaient tous du vin. Ils riaient tous. Au fond de la salle, sur une petite estrade, il y avait un podium et un grand écran de projection. Et debout à côté, rayonnante, se trouvait Margot. Mes parents, Sylvie et Didier, étaient de chaque côté d'elle, lui tenant la main. La salle est devenue silencieuse quand je suis entrée. Les fourchettes se sont arrêtées. Les conversations se sont tues. Ma mère m'a vue la première. Son visage. Ce n'était pas de la joie. C'était de la panique. Une panique blanche et pure. Léa, murmura-t-elle. C'était un sifflement. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon père avait juste l'air malade. Margot avait l'air agacée. Léa, tu es en retard. Je n'étais pas invitée, dis-je, ma voix calme. Elle portait. Je ne suis pas allée vers eux. J'ai trouvé un coin tranquille au fond. Je me suis tenue là, contre le mur. J'ai juste regardé. Mon père est monté sur le podium. Il a tapoté le micro. Merci à tous d'être venus, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Merci d'être venus honorer notre héroïne, notre fille Margot. Il a commencé à raconter l'histoire. Comment son entreprise avait traversé une période difficile. Comment les choses avaient semblé sombres. Nous pensions que nous allions perdre notre maison, dit-il, et ma mère a commencé à pleurer, comme prévu. Mais ensuite, dit mon père, notre fille, notre Margot, elle n'a pas voulu que cela arrive. Elle est intervenue. Elle nous a dit, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Et elle l'a fait. Avec son travail acharné et son cœur généreux, elle nous a sauvés. Elle a sauvé la maison familiale. Les gens tamponnaient leurs yeux. Ma tante Claire sanglotait. Nous t'aimons, m'a dit. Mon père a terminé. Tu es notre sauveur. Ils ont tous applaudi. Margot a pleuré et les a serrés dans ses bras. Je suis juste restée au fond. Je n'ai pas applaudi. Et maintenant, dit mon père, un petit hommage que nos amis ont préparé. Il a baissé les lumières. Le diaporama a commencé. Un hommage à Margot. Des photos d'elle bébé, en uniforme de collège, sa remise de diplôme. Et puis, la dernière diapositive. C'était la photo que Chantal m'avait envoyée. La bannière sur le porche. Merci, Margot, pour tout. La salle était sombre.
Les gens applaudissaient à nouveau. Mon père a rallumé les lumières. C'est à ce moment-là que j'ai bougé. J'ai marché depuis le fond de la salle. Mes talons faisaient un clic, clic, clic net sur le parquet. Tout le monde me regardait. Les yeux de ma mère étaient immenses. Léa, non. Assieds-toi. Je l'ai ignoré. J'ai marché droit vers l'ordinateur portable qui gérait le diaporama. Mon père a dit, Léa, veux-tu dire quelques mots? Oui, dis-je. Je le veux. J'ai dit, tu as oublié une diapositive, papa. J'ai sorti la clé USB argentée de mon sac à main. Léa, non, dit ma mère, la voix aiguë. Qu'est-ce que c'est que ça, dit Margot, agacée. Tu essaies de gâcher ma soirée? J'ajoute juste quelques données, dis-je. J'ai retiré la clé USB du restaurant. J'ai branché la mienne. L'écran a vacillé. J'ai cliqué sur le fichier. La vérité.pptx. J'ai appuyé sur « Lire le diaporama ». La salle était dans un silence de mort. La première diapositive est apparue. La vérité. Clic, diapositive 2. Le résumé. 92 000 €. J'ai entendu quelqu'un suffoquer. Clic, diapositive 3. La demande initiale. Le SMS désespéré de ma mère. Le virement de 20 000 €. J'ai entendu ma tante Claire dire, « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » Clic, diapositive 4. Le schéma. Le graphique des 37 paiements. Clic, diapositive 5. Le récit contre la réalité. Arcachon. Le virement bancaire. Clic, diapositive 6. La complicité. Le SMS de Margot sur les 5 000 €. Le virement de 20 000 €. Clic, diapositive 7. L'effacement. La bannière. Clic, diapositive 8. La preuve. La feuille de calcul Excel. Le total. Le diaporama était terminé. L'écran est devenu noir. Je me suis tourné vers la salle. Ma voix était stable. Elle n'était pas forte, mais tout le monde l'entendait. Je m'appelle Léa Leblanc. Pendant 3 ans, j'ai payé 92 000 € pour sauver la maison familiale. C'est moi, pas Margot. Moi. Je me suis tournée vers mes parents. Ma mère pleurait. De vraies, vilaines larmes d'humiliation. Léa, arrête, hurla-t-elle. Tu nous fais honte. Je l'ai regardée. Je n'ai rien ressenti. Juste ce calme, froid et propre. Je ne vous fais pas honte, maman. Je présente juste les faits. Si la vérité vous fait honte, ce n'est pas de ma faute. Je me suis retournée vers Margot. Son visage était un masque de confusion et de colère. Tu as payé pour ça? Oui, dis-je. Ils ont menti. Ils vous ont menti. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont volé mon argent et ils ont volé mon histoire, et ils te l'ont donné. J'avais terminé. L'air était pur. La vérité était sortie. J'ai débranché ma clé USB. Je l'ai remise dans mon sac à main. Je me suis retournée et je suis sortie de la salle. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu ma mère hurler mon nom. J'ai juste continué à marcher. Les 2 jours qui ont suivi la fête ont été les jours les plus bruyants et les plus chaotiques de ma vie. Mon téléphone, il a juste explosé. J'ai dû le mettre en mode « ne pas déranger » pour pouvoir dormir. Ce n'était pas une explosion normale. C'était une guerre. Il y avait 2 camps. Le camp A était ma tante Claire et quelques cousins. Léa, est-ce que c'est vrai? Nous sommes tellement choqués. Je n'avais aucune idée. Ton père a dit. Je suis tellement désolée, Léa. Le camp 2 était tous les autres. Ma mère, mon père et Margot. Ils ont laissé des messages vocaux. Tellement. Je l'ai écouté une fois, juste pour avoir les données. Ma mère, on pleure, comment as-tu pu? Comment as-tu pu nous faire ça? Espèce de monstre. Tu nous as ruinés. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu as détruit cette famille. Mon père,
Froid, en colère. Léa, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as humilié ta mère. Tu as humilié ta sœur. J'espère que tu es heureuse. Ne nous appelle pas. Et Margot. Une rage pure et brûlante. Tu es folle. Tu es une personne malade, jalouse et folle. Tu as ruiné ma soirée. Tu m'as fait passer pour une idiote. Je me fiche de l'argent stupide. Tu es morte pour moi. Tu m'entends? Tu es morte pour moi. J'ai supprimé les messages vocaux. J'ai bloqué tous leurs numéros. J'ai bloqué mes tantes. J'ai bloqué mes cousins. J'ai bloqué tout le monde. Je voulais juste le silence. Je suis allée au travail. J'ai dirigé mes réunions. Je me suis concentrée sur mes feuilles de calcul. Mes vraies feuilles de calcul, celles qui avaient du sens. J'ai couru 10 kilomètres. J'ai couru 12. J'ai attendu. Je savais que ce n'était pas fini. C'était dimanche matin. 2 jours après la fête. J'étais dans mon appartement. Je buvais mon café. Je regardais les montagnes. Mon interphone a sonné. J'ai regardé le petit écran. C'était eux. Didier et Sylvie. Debout sur le trottoir devant mon immeuble à Grenoble. Ils avaient fait 8 heures de route. Ils avaient l'air terribles. Leurs yeux étaient rouges. On aurait dit qu'ils n'avaient pas dormi depuis 2 jours. Ils avaient l'air vieux. Ils avaient l'air petits. Je les ai fait entrer. Je ne suis pas allée les chercher dans le hall. J'ai attendu. 1 minute plus tard, on a frappé à ma porte. Un coup silencieux et doux. Pas un coup de « nous sommes tes parents ». Un coup de « nous avons honte ». J'ai ouvert la porte. Ils sont restés là, dans mon couloir. Je n'ai rien dit. J'ai juste reculé. Ils sont entrés. C'était mon espace. Ma maison. Celle que j'avais choisie. Celle pour laquelle j'avais payé. Elle était propre. Elle était lumineuse. Il semblait tellement déplacé. Ma mère tenait un mouchoir. Mon père tenait son chapeau. Il se tenait au milieu de mon salon. Il ne voulait pas s'asseoir. Léa, commença ma mère. Sa voix était partie. Léa, nous sommes. Elle s'est mise à pleurer. Un vrai cri silencieux et vaincu. Mon père posa sa main sur son épaule. Nous sommes désolés, dit-il. Sa voix se brisait. Nous sommes désolés. J'ai juste siroté mon café. J'ai attendu. Nous ne voulions pas que ça en arrive là, commença-t-il. Nous avions honte, murmura ma mère. Honte d'être si pauvre. Honte d'avoir besoin d'aide. Tu étais si douée pour ça. Tu étais si silencieuse. C'était juste, facile. Facile, ai-je répété. Ma voix était plate. Non, dit-elle. Pas dans le mauvais sens. Nous avons toujours su que tu étais la forte. Et Margot, elle n'est pas forte, Léa. Pas comme toi. Elle est bruyante, mais elle est fragile. Cette vérité. Ça l'aurait brisée. Alors vous m'avez brisé, moi, dis-je. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Ma mère a tressailli. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous voulons arranger les choses. Nous avons parlé à un notaire. Après la fête. Nous allons ajouter ton nom à l'acte de propriété. Nous allons le légaliser. La maison. Elle est à toi aussi. La moitié est à toi. Plus que la moitié, dis-je. J'ai les chiffres. Oui, dit-il en hochant la tête. Oui. Nous ajouterons ton nom. C'est la bonne chose à faire. C'était ça. C'était le moment. L'ancienne Léa aurait pleuré. L'ancienne Léa aurait dit « merci ». L'ancienne Léa les aurait serrés dans ses bras. J'ai posé ma tasse de café. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai secoué la tête. Non, dis-je. Ma mère a levé les yeux. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non?
Je n'en veux pas. Mais c'est ta maison, dit mon père. Non, dis-je. J'ai fait un geste autour de mon appartement. La baie vitrée, la lumière, la vue sur les montagnes. J'ai déjà une maison. Ils ne comprenaient pas. J'ai dû leur expliquer. Cette maison, celle dans laquelle vous vivez, je n'en veux pas. Je ne veux pas que mon nom y soit associé. Je ne veux plus jamais y être lié. Cette maison n'est pas un foyer pour moi. C'est un tableur Excel. C'est un dossier de chaque mensonge. C'est un dossier de chaque fois que vous l'avez choisi. C'est un bâtiment pour lequel j'ai payé. Mais ce n'est pas ma maison. Ils me regardaient fixement. Ils étaient venus m'offrir la seule chose qu'ils pensaient que je voulais. La seule chose qui rendrait tout cela égal. Et je venais de refuser. Ils n'avaient plus de coup à jouer. Enfin, ma mère a murmuré, « Quoi maintenant, Léa? Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai regardé mes chaussures de course près de la porte. « Je ne sais pas ce que vous faites, dis-je. Mais moi, je vais courir. » J'ai ouvert la porte. Ils ont compris. Ils sont sortis lentement. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon. J'avais un verre de vin. La ligne d'horizon de Grenoble était étalée devant moi. Des milliers de petites lumières. J'étais l'une d'entre elles. Je n'étais pas la sœur de Margot. Je n'étais pas la fille de Didier et Sylvie. J'étais juste une lumière. J'étais Léa Leblanc. J'ai pensé au mot « pardon ». C'est un mot étrange. Je ne pouvais pas l'oublier. J'avais toujours la clé USB. Peut-être que le pardon, c'était juste de fermer le livre. J'ai décidé d'amortir les 92 000 €. Une créance irrécouvrable. Un mauvais investissement. Je les ai amortis. Ma vie avait été si déséquilibrée. J'avais été un débit, un nombre négatif constant. Maintenant, je regardais l'autre côté de la page. Un nouveau travail. Une nouvelle ville. Une nouvelle maison. Le respect de soi. La vérité. Mon bilan. Il s'équilibrait enfin. Je n'étais plus un débit. J'étais un crédit. J'étais entière. J'ai pris une gorgée de vin. Il m'avait toujours appris que la famille, c'est tout. Que l'on ne part pas. J'ai regardé les lumières. Partir, ce n'est pas perdre, dis-je. J'ai souri. C'est comme ça qu'on gagne. Mon histoire est celle de la recherche de ma propre valeur, en utilisant les chiffres qui ne montent jamais. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous sauver? Avez-vous déjà dû être le méchant pour enfin trouver la paix? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si cette histoire vous a touché.